Jusqu'où iriez-vous pour une famille qui vous méprise ? Imaginez une jeune femme, Chloé, traitée comme une servante par sa belle famille arrogante. Poussée à bout, humiliée, puis jetée à la rue avec son nouveau-né en pleine nuit glaciale. Ils pensaient avoir écrasé une femme faible et sans défense, mais ils ignoraient un détail crucial. La femme qui nettoyait leur sol était en réalité la seule personne qui les empêchait de sombrer dans la faillite. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la plus grande erreur de la famille de Valois est devenue leur pire cauchemar. C'est une histoire de vengeance, de pouvoir caché et de karma serdi-glacé. Restez avec nous, car la chute sera spectaculaire. Il était 3h du matin et la température avait chuté jusqu'au point de congélation. Chloé se tenait sur le trottoir du vaste château de Valois, tremblant non pas de froid, mais de choc. Dans ses bras se trouvait Léo, âgé de seulement 4 jours. Les lourdes grilles en fer s'étaient refermées derrière elle dans un claquement, l'excluant de la vie qu'elle avait bâtie pendant 2 ans. La voix stridente de sa belle-mère résonnait encore à ses oreilles. « Prends cet enfant et fiche le camp, nous ne tenons pas une œuvre de charité pour les profiteuses. » Chloé leva les yeux vers les fenêtres du château, rougeoyantes de chaleur, où son mari se tenait, regardant sans rien faire. Elle essuya la pluie de ses yeux et fouilla dans sa poche, sortant un téléphone qui contenait un contact nommé « Le Président ». Elle composa le numéro. Il était temps de rappeler aux deux Valois qui payaient réellement pour le toit au-dessus de leur tête. Le domaine familial de Valois, dans la banlieue aisée d'Amboise, était un monument à la vieille fortune, ou du moins à son apparence. À l'intérieur des murs en pierre de taille, l'air était toujours froid, maintenu à un vif 20 degrés par Geneviève de Valois, la matriarche qui croyait que le confort était un signe de faiblesse. Chloé Lefebvre, techniquement Chloé de Valois, bien que personne dans la maison n'utilisât son nom d'épouse avec respect, était à 4 pattes dans le hall d'entrée. Elle était enceinte de 9 mois. Ses chevilles étaient enflées comme des pamplemousses et le bas de son dos élancé d'une douleur sourde et rythmée qui signalait que son corps approchait de son point de rupture. Pourtant, elle frottait une éraflure sur le sol en marbre parce que la femme de ménage, Martine, avait été renvoyée par Geneviève ce matin-là pour insolence. « Une tâche, monsieur !» Une voix sèche retentit du haut du grand escalier. Chloé s'arrêta, prenant une inspiration saccadée avant de lever les yeux. Geneviève de Valois se tenait là, drapée dans une robe de chambre vintage Chanel, un verre de chardonnay de Bourgogne à la main, bien qu'il ne fût que 11h02 du matin. À côté d'elle se trouvait Manon, la belle-sœur de Chloé, qui faisait défiler son fil Instagram et réprimait à peine un gloussement. « Je fais de mon mieux, Geneviève, » dit Chloé, la voix ferme mais basse. Elle lutta pour se relever, s'appuyant sur le mur. Le bébé donna un coup violent contre ses côtes, lui coupant le souffle. « Votre mieux représente la médiocrité de votre éducation, » ricana Geneviève en descendant les escaliers. « Mon fils, Lucas, épouse une inconnue venue d'un mobil-home du Limousin et soudain, je dois tolérer une hygiène médiocre dans ma propre maison. Vous devriez être reconnaissante que nous vous laissions rester ici. La plupart des femmes comme vous seraient à la rue. »« Je suis sa femme, Geneviève, pas un cas de charité, » répondit Chloé en s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu es un intubateur, » intervint Manon sans lever les yeux de son téléphone. « Une fois que l'héritier sera né, tu deviendras beaucoup moins nécessaire. » Chloé se mordit la langue. C'était comme ça depuis 2 ans. Quand elle avait rencontré Lucas de Valois, il avait joué le rôle du prince charmant et incompris d'une dynastie en déclin. Il l'avait séduite, prétendant vouloir une vie simple, loin du contrôle de sa mère. Mais dès leur mariage, il les avait ramenés directement au château de Valois, affirmant que c'était temporaire jusqu'à ce que l'entreprise familiale, moteur de Valois, se remette de sa crise financière. Cette crise avait duré 2 ans, et Chloé, avec son mystérieux travail à distance dont elle ne parlait jamais, avait discrètement remboursé 3 des cartes bancaires de Lucas. Ils ne le savaient pas. Pour eux, elle n'était qu'une pigiste sans le sou. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Lucas entra, l'air débraillé dans son costume. Il avait fait du réseautage au cercle nautique de Deauville, ce qui signifiait généralement boire du cognac XO coûteux sur une note qu'il ne pouvait pas payer. « Lucas !» souffla Chloé en se dandinant vers lui. « S'il te plaît, je crois que les contractions commencent. Je dois bientôt aller à l'hôpital. » Lucas desserra sa cravate, ses yeux évitant les siens. Il regarda sa mère, qui haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Ne sois pas dramatique, Chloé », marmonna Lucas en la dépassant pour se diriger vers le bar. « Maman dit que les premiers accouchements durent des jours. Tu vas bien ?»
J'ai mal, Lucas, vraiment mal, insista Chloé, serrant son ventre alors qu'une crampe aiguë la saisissait. Geneviève rit, d'un son sec et cassant. Regarde-la, Lucas, toujours la victime. Elle ne veut juste pas préparer le dîner. Nous avons le grand gala pour les actionnaires la semaine prochaine et la maison est en désordre. Si elle part maintenant, qui gère les traiteurs ? Je porte ton enfant. La voix de Chloé monta, se brisant de désespoir. Lucas claqua son verre sur la table. Arrête de crier. Mon Dieu, tu es embarrassante. Si tu as tant besoin d'y aller, appelle hors VTC. Je dois discuter de la fusion avec maman. Moteur de Valois est au bord du gouffre, Chloé. Comprends-tu ? Le stress, le vrai stress. Pas juste le stress du « j'ai mal au dos ». Chloé le dévisagea. L'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle avait secrètement sauvé de la faillite 3 fois. Il la regardait non pas avec amour, mais avec agacement. « Bien », murmura Chloé. « Je vais me débrouiller seule, comme pour tout le reste. » Elle attrapa son sac d'hôpital, qu'elle avait préparé des semaines auparavant, et sortit par la porte d'entrée dans le vent glacial de novembre. Elle n'appela pas un VTC. Elle appela un service de voiture privée, une berline Mercedes noire qui arriva en 3 minutes. Le chauffeur, un homme costaud nommé Philippe, qui avait été son protecteur silencieux pendant des années, lui ouvrit la porte. « À l'hôpital américain de Paris, Mademoiselle Lefebvre ?» demanda Philippe, les yeux inquiets en voyant son visage pâlir de douleur. « Oui, Philippe, et appelez l'équipe juridique », dit Chloé en s'agrippant au siège en cuir alors qu'une contraction la déchirait. « Dites-leur de suspendre l'acquisition de Moteur de Valois. Je veux voir comment ils survivent à la semaine sans l'argent de l'investisseur. » « Compris, madame. » Alors que la voiture s'éloignait, Chloé regarda en arrière vers le château. Il la pensait faible. Il ne savait pas que l'investisseur providentiel qui maintenait leur entreprise à flot n'était pas une banque en Suisse. C'était la femme qui frottait leur sol. L'accouchement dura 24 heures. Ce fut une bataille épuisante et solitaire. Dans le luxe stérile de la suite privée de l'hôpital américain de Paris, payée par les comptes privés de Chloé et non par l'assurance de Lucas, Chloé hurla dans un oreiller tandis que les infirmières lui tenaient la main. Son mari n'était pas là. Sa belle-mère n'était pas là. Elle avait envoyé 5 SMS à Lucas. « Midi. Je suis admise. Ça commence. » 16 heures. « Lucas, s'il te plaît, viens. Le médecin s'inquiète du rythme cardiaque du bébé. » 13 heures. « J'ai besoin de toi. » 2 heures du matin. « Il est né. Il s'appelle Léo. » La seule réponse qu'elle reçut fut un emoji pouce levé à 10 heures le lendemain matin, suivi de « occupé » avec le conseil. Maman panique à propos du blocage de la fusion. « Ne nous dérange pas maintenant. » Chloé baissa les yeux vers le minuscule nourrisson dormant dans le berceau en plastique à côté de son lit. Léo avait les cheveux sombres comme Lucas, mais il avait son menton féroce et déterminé. Elle traça sa petite joue avec son doigt. « Il n'y a que nous deux, Léo, » murmura-t-elle, des larmes chaudes et furieuses coulant sur son visage. « Il ne te mérite pas. » 3 jours passèrent à l'hôpital. Chloé récupéra en silence. Elle reçut des fleurs de ses partenaires commerciaux à Monaco, une corbeille de fruits de son avocat et une carte de félicitations du personnel d'entretien de sa propre holding, Avant-Garde Dynamique. De la part des deux Valois, le silence. Le 4e jour, elle sortit. Philippe vint la chercher à nouveau. « Où allons-nous, mademoiselle Lefebvre ?»« Un hôtel ?» suggéra doucement Philippe en la regardant dans le rétroviseur. « Vous n'êtes pas obligée d'y retourner ?» Chloé serra plus fort la poignée du porte-bébé. « Non, Philippe, je dois y retourner. Il faut qu'ils commettent l'erreur. Il faut qu'ils scellent leur destin. Si je pars maintenant, ils joueront les victimes. Ils diront que j'ai enlevé l'héritier. Il faut qu'ils me jettent dehors. » Philippe hocha la tête d'un air sombre. « Comme vous voudrez, mais je garderai l'équipe en alerte. » Quand Chloé rentra au château de Valois, la maison était en plein chaos. C'était le soir du dîner de pré-gala. Les serveurs allaient et venaient avec des plateaux de hors-d'œuvre. Geneviève était dans le hall, hurlant sur un fleuriste à propos de la teinte des hortensias. Quand elle vit Chloé entrer, tenant le porte-bébé, elle ne sourit pas. Elle vérifia sa montre. « Vous êtes de retour ?» dit Geneviève, son ton impliquant une déception. « Et vous avez apporté ça. » « Son nom est Léo, »
dit Chloé, la voix rauque. « C'est votre petit-fils. » Lucas sortit du salon, un verre de whisky à la main. Il avait l'air épuisé, des cernes sombres sous les yeux. Il jeta un coup d'œil au bébé, puis à Chloé. Il eut une lueur de honte, mais elle fut rapidement noyée par l'irritation. « Tu as choisi un sacré moment pour revenir, Chloé, » dit Lucas. « Les investisseurs ont arrêté le financement. Nous perdons de l'argent. Je suis sur le point de perdre l'entreprise, et tu arrives ici en t'attendant à une parade de bienvenue. »« Je viens de subir une opération, Lucas. J'ai un nouveau-né, » dit Chloé en posant soigneusement le porte-bébé. « Je ne m'attends pas à une parade. Je m'attendais à mon mari. »« Ne sois pas égoïste, » cria Manon depuis le canapé. « Sais-tu à quel point c'est embarrassant ? Nous devrons peut-être vendre la maison de Courchevel, et toi, tu restes là, l'air négligé. » Geneviève s'approcha du porte-bébé. Elle regarda à l'intérieur, la lèvre retroussée. « Il est petit, d'apparence faible. Il tient probablement de votre côté de la famille. Les hommes de Valois naissent forts. » Chloé se plaça entre Geneviève et le bébé. « Ne parlez pas de lui comme ça. » Geneviève rit, un son comme du verre qui se brise. « Je parle comme je veux dans ma maison, ce qui me rappelle que nous devons faire des coupes, puisque le fonds en fiducie de Lucas est gelé jusqu'à la finalisation de la fusion. Nous ne pouvons pas nous permettre de bouches supplémentaires à nourrir. » Chloé se figea. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire, sourit cruellement Geneviève, que cette chambre d'enfant que vous avez installée est ridicule. Nous transformons cette pièce en bureau pour Lucas. Il a besoin d'espace pour sauver l'entreprise. Vous pouvez dormir dans les quartiers des invités, ceux de la cave. » « La cave ? Demanda Chloé, l'incrédulité l'envahissant. « C'est humide, il y fait un froid glacial, j'ai un nourrisson de 4 jours. » « Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de piéger mon fils dans ce mariage, » cracha Geneviève. « Descendez, Chloé, et faites taire cette chose. Si j'entends un seul cri pendant le dîner ce soir, vous regretterez d'être resté à l'hôpital. » Chloé regarda Lucas. Il fixa ses chaussures, faisant tourner les glaçons dans son verre. « Lucas ?» demanda-t-elle. « Fais juste ce qu'elle dit, Chloé, » marmonna Lucas. « C'est seulement pour un temps, jusqu'à ce que je redresse l'entreprise. » Chloé ramassa le porte-bébé. Une résolution froide s'installa dans sa poitrine, remplaçant le chagrin. Les larmes cessèrent. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je vais descendre. » Elle descendit dans la pièce humide et non finie de la cave qui sentait le moisi. Elle installa un berceau improvisé pour Léo avec des couvertures. Elle s'assit dans l'obscurité, écoutant les rires et le tintement des verres à l'étage, tandis que les deux Valois recevaient leurs amis de la haute société. Elle sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire. Elle navigua jusqu'au compte de l'entreprise Avant-Garde Dynamique. Le solde affiché était un nombre avec 9 zéros. Elle fit défiler jusqu'à l'onglet des acquisitions. Il y avait un dossier en attente nommé « Projet de Valois, prise de contrôle hostile. Statut en pause ». Le pouce de Chloé plana sur le bouton de reprise. « Pas encore », murmura-t-elle à Léo endormi. « Laissons-les creuser leur tombe un peu plus profondément. » L'air de la cave était lourd et sentait légèrement le fioul et le béton humide. Chloé avait trouvé un vieux radiateur d'appoint dans un placard de rangement, mais il ne parvenait guère à réchauffer le froid souterrain. Elle s'assit sur le bord du lit de camp, enveloppée dans 3 couches de vieilles couvertures qu'elle avait récupérées, tenant Léo près de sa poitrine pour partager leur chaleur corporelle. À l'étage, les bruits du dîner de pré-gala filtraient à travers le plancher. Le tintement étouffé du cristal fin, les rires polis et la playlist de jazz feutré que Lucas avait choisie pour impressionner les investisseurs potentiels qui n'avaient pas encore fui le navire en perdition de Moteur de Valois. Il était 22h30. Léo était agité depuis 1 heure, ses petits cris résonnant étrangement contre les murs en parpaing. Chloé toucha son front. Il était brûlant. La panique, froide et vive, herça son épuisement. Elle le découvrit légèrement. Sa respiration était superficielle et rapide. L'humidité de la cave affectait ses poumons, déjà fragiles après une naissance stressante. « Chut, Léo, tout va bien, » murmura-t-elle, son cœur battant contre ses côtes. « Maman est là. » Elle avait besoin du paracétamol pour nourrisson qu'elle avait laissé dans la salle de bain de la chambre d'enfant à l'étage avant d'être bannie. Elle avait aussi besoin d'un thermomètre fonctionnel. Elle envoya un SMS à Lucas. « Lucas, Léo a de la fièvre. La cave est trop froide pour lui.
J'ai besoin de le monter juste pour cette nuit, s'il te plaît. » Elle attendit. 5 minutes, 10 minutes. Elle pouvait entendre sa voix étouffée juste au-dessus d'elle, riant à la blague de quelqu'un. Il vérifiait son téléphone. Elle le savait. Il l'ignorait. Léo laissa échapper une toux sifflante qui gronda dans sa petite poitrine. C'en était trop. Chloé ne pouvait plus attendre. Serrant fermement Léo dans son paquet de couvertures, elle monta les escaliers en bois étroits qui menaient au couloir de la cuisine. Elle ouvrit la porte avec précaution. La chaleur de la maison principale la frappa comme un coup physique, sentant le canard rôti et le parfum cher. Elle essaya de se glisser discrètement vers l'escalier de service menant au 2e étage. Mais l'univers n'était pas de son côté. Les portes doubles de la salle à manger s'ouvrirent et un serveur en sortit à reculons, suivi immédiatement par Geneviève. Geneviève s'arrêta net. Elle était resplendissante, dans une robe de soie vert émeraude, des diamants scintillant à sa gorge et à ses oreilles. Ses yeux, cependant, étaient plus durs que les pierres qu'elle portait. « Quoi ?» siffla Geneviève en comblant la distance entre elles en 3 grandes enjambées. « Fais-tu hors de ton trou ?»« Léo est malade, » dit Chloé, tenant bon bien que ses jambes tremblassent. « Il a de la fièvre. La cave est glaciale, Geneviève. Il ne peut pas respirer correctement là-bas. J'ai juste besoin de prendre ses médicaments dans la chambre d'enfant. »« Vous interrompez un événement qui détermine l'avenir de cette famille, » murmura furieusement Geneviève, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ses paumes. « Savez-vous qui est là-dedans ? Le sénateur Bernard, le PDG d'Omnicorp. Des gens qui détestent la faiblesse. Et vous voilà, ressemblant à une sans-abri avec un enfant maladif. C'est votre petit-fils, il a besoin d'aide. »« C'est une erreur, » cracha Geneviève. « Une erreur que mon fils a commise quand il était ivre de votre charme bon marché. » Juste à ce moment-là, Lucas apparut à l'embrasure de la porte de la salle à manger, le visage rouge de vin et de fausse confiance. Il vit Chloé et son visage se décomposa. « Chloé, qu'est-ce que tu fiches ici ? Je t'avais dit de rester en bas !» siffla Lucas, jetant un regard nerveux vers ses invités. « Lucas, ton fils a de la fièvre, il a une respiration sifflante, » plaida Chloé, se tournant vers son mari. « Regarde-le !» Lucas ne regarda pas le bébé. Il regarda le visage furieux de sa mère. « Mon Dieu, Chloé, pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à toi ?» Lucas passa une main dans ses cheveux. « Maman a raison, tu es hystérique. Les bébés ont de la fièvre. Ramène-le en bas et enveloppe-le dans une autre couverture. Arrête d'être si dramatique. » Chloé le dévisagea. Ce fut un moment de clarification. Le dernier fil d'espoir qu'elle nourrissait que Lucas était juste mal avisé, juste sous la coupe de sa mère, se rompit. Il n'était pas une victime. Il était co-conspirateur de la cruauté. « Il pourrait mourir là-bas, Lucas, » dit Chloé, sa voix d'un calme mortel. « Hors de ma vue, » ordonna Geneviève en montrant la porte de la cave. « Si j'entends un autre son de ta part ce soir, tu n'auras même plus la cave. » Chloé les regarda tous les deux. Les poupées de porcelaine dans leur tour d'ivoire, pourrissant de l'intérieur. « D'accord, » dit Chloé. Le mot était vide d'émotion. Elle se retourna et retourna à la porte de la cave. En descendant dans l'obscurité, elle entendit Geneviève s'excuser auprès des invités pour le dérangement causé par le personnel. De retour dans le noir glacial, Chloé berça Léo. Elle utilisa sa propre chaleur corporelle, déboutonnant sa chemise pour le tenir peau contre peau sous les couvertures. Elle resta éveillée toute la nuit, écoutant sa respiration, priant pour que le sifflement n'empire pas. Elle ne pleura pas cette nuit. Le temps des larmes était révolu. Les 2 Valois lui avaient montré exactement qui ils étaient. Demain, elle leur montrerait qui elle était. L'orage éclata vers 2h10 du matin. Il commença par une pluie verglaçante, tapotant contre la petite fenêtre au niveau du sol de la cave, avant de se transformer en un déluge mêlé de grésil. La température chuta. Chloé n'avait pas dormi. La fièvre de Léo était légèrement tombée vers 4h du matin et il dormait enfin paisiblement contre sa poitrine. La cave était maintenant d'un froid insupportable. Elle pouvait voir son souffle dans la faible lumière de l'écran de son téléphone. À 5h30, la porte de la cave, en haut des escaliers, s'ouvrit avec un fracas qui fit sursauter Chloé, réveillant presque le bébé. Geneviève se tenait là, sa silhouette découpée par la lumière du couloir. Elle portait toujours sa robe émeraude, bien que maintenant elle semblât froissée, ses cheveux légèrement en désordre.
Elle n'avait manifestement pas dormi non plus, alimentée par l'adrénaline et la rage. Derrière elle se tenait Manon, un sourire narquois aux lèvres, dans un peignoir de soie, tenant une tasse de café tiède. « Debout, maintenant !» aboya Geneviève. « Geneviève, il est 5 heures du matin », murmura Chloé d'une voix rauque. « Je me fiche de l'heure qu'il est. Je veux que tu sortes de ma maison, maintenant !» Chloé se leva lentement, serrant Léo contre elle. « Quoi, tu m'as entendu ? Le dîner a été un désastre. Le sénateur Bernard est parti tôt parce qu'il a dit que la maison avait une mauvaise énergie. C'est de ta faute, ta présence empoisonne tout, vociféra Geneviève, la voix tremblante. Je ne perdrai pas mon entreprise parce que mon idiot de fils a épousé cette fille. Fais tes bagages, tu pars. Geneviève, il y a de la pluie verglaçante dehors. J'ai un bébé de 4 jours qui était malade la nuit dernière. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors comme ça. Chloé essaya de garder sa voix calme, mais la peur commençait à monter. Regarde-moi faire. Geneviève descendit les escaliers, attrapant les 2 sacs de voyage que Chloé n'avait pas encore entièrement déballés. Elle commença à jeter sauvagement les vêtements de Chloé sur le sol en béton sale. « Prends tes haillons et dégage !» Lucas apparut en haut des escaliers. Il portait un pantalon de survêtement, se frottant les yeux. « Lucas !» s'écria Chloé en le regardant. « Arrête-la, elle nous met dehors en pleine tempête !» Lucas regarda la scène en bas, sa mère saccageant les affaires de sa femme serrant leur nouveau-né dans une cave humide. Il soupira, un son de profond désagrément. « Maman, peut-être attendre que la pluie cesse ?» suggéra faiblement Lucas. « Tais-toi, Lucas !» claqua Geneviève sans le regarder. « Si tu avais un peu de cran, tu aurais fait ça il y a des mois. Ce fardeau nous vide. Nous devons nous concentrer sur la fusion, pas sur le babysitting. » Elle se tourna vers Chloé, donnant un coup de pied dans un tas de pulls vers elle. « Tu as 10 minutes. Tout ce qui restera sera jeté à l'incinérateur. » Geneviève remonta les escaliers d'un pas lourd, suivie de Manon, qui fit une moue sarcastique et un signe de la main. « Bye bye la profiteuse !» Chloé leva les yeux vers Lucas une dernière fois. Il ne croisa pas son regard. Il fouilla dans sa poche et en sortit une liasse de billets froissés, peut-être 300 €. Il la jeta en bas des escaliers. Elle atterrit dans une flaque d'eau près de ses pieds. « Va dans un hôtel Formule 1 ou quelque chose comme ça, Chloé, » marmonna Lucas. « Je t'appellerai dans quelques jours quand maman se sera calmée. C'est pour le mieux, nous avons besoin d'espace. » Il ferma la porte, plongeant à nouveau la cave dans une quasi-obscurité. Chloé fixa l'argent dans la flaque. Un calme étrange l'envahit. Le dernier maillon venait de se briser. 10 minutes plus tard, Chloé sortit par la porte latérale du château. Elle portait tous les vêtements chauds qu'elle possédait. Léo était emmitouflé dans son manteau, protégé du grésil mordant. Elle portait un sac de voyage sur son épaule. Les lourdes grilles en fer du domaine de Valois grincèrent en se refermant automatiquement derrière elle, se verrouillant avec un bruit retentissant. Elle se tint sur le trottoir. Le vent fouettait ses cheveux mouillés sur son visage. Elle se retourna vers la maison. La lueur chaude des lumières semblait maintenant moqueusement lointaine. Ils étaient au chaud. Ils étaient en sécurité. Ils pensaient avoir gagné. Chloé plongea la main dans une poche profonde de son manteau, dépassant les lingettes pour bébé et les tétines, et en sortit un élégant téléphone satellite noir que Lucas n'avait jamais vu. C'était sa ligne d'urgence. C'était une urgence. Elle composa un numéro de mémoire. Ça sonna une fois. « Monsieur Lambert ?» dit Chloé, sa voix plus claire et plus forte qu'elle ne l'avait été depuis 2 ans. La façade de la douce fille du Limousin s'évapora dans la pluie verglaçante. « Chloé, mon Dieu, où êtes-vous ? On dirait un ouragan !» La voix douce et professionnelle de Christophe Lambert, son conseiller juridique en chef chez Avant-Garde Dynamique, répondit. « Je suis devant le château de Valois. J'ai été expulsée. » Un silence stupéfait à l'autre bout du fil. « Ils vous ont expulsée ? Avec le bébé ? Par ce temps ? » ?»« Oui. Christophe, j'ai fini d'attendre. La phase d'observation est terminée. » »« Compris. Quelles sont vos instructions pour le projet de Valois ?» Chloé leva les yeux vers la fenêtre du 2e étage, où elle savait que se trouvait la chambre de Geneviève. « Tuez-le, » ordonna Chloé. « Débranchez tout. Je veux que tous les financements de la société écran de l'investisseur providentiel soient retirés immédiatement. Rappelez les prêts relais que nous avons émis le trimestre dernier. Ils ont 24 heures pour payer intégralement ou nous saisirons les garanties. Les garanties sont le château et la propriété intellectuelle de Moteur de Valois.
clarifia Christophe, l'excitation audible dans sa voix. Exactement, geler leur compte d'entreprise, alerter l'AMF sur les irrégularités de leur dernier rapport trimestriel, celles que je n'ai commodément pas corrigées pour eux. Et Christophe ? Oui, présidente ? Faites fuiter l'information à la presse. Je veux l'insolvabilité de Moteurs de Valois en première page des Échos avant midi. Que tout le monde sache qu'ils sont radioactifs. Un sombre sourire s'étala sur le visage de Chloé, alors que la pluie verglaçante s'abattait sur sa peau. Brûlez tout, Christophe, brûlez tout. Le matin suivant, l'expulsion de Chloé se leva avec un calme trompeur sur le domaine de Valois. La tempête était passée, laissant le parc scintillant et humide. À l'intérieur, l'ambiance était presque jubilatoire. Geneviève de Valois était assise en bout de table pour le petit déjeuner, beurrant un croissant avec les gestes précis et satisfaits d'une femme qui venait d'exciser une tumeur. « L'air est plus léger, n'est-ce pas ?» remarqua Geneviève en prenant une gorgée de son expresso. « Sans cette énergie maussade qui nous tirait vers le bas, la maison peut enfin respirer. » Lucas était assis en face d'elle, faisant défiler son téléphone, l'air moins convaincu. « Je suppose, c'est un peu calme. Tu penses qu'elle a trouvé un endroit ? Il faisait assez mauvais hier soir. »« Oh, s'il te plaît, Lucas !» intervint Manon en empilant des baies sur son yaourt. « C'est une survivante. » Comme un cafard. Elle est probablement déjà de retour dans le Limousin, à raconter des histoires tristes à qui veut bien l'écouter. Bon débarras. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur le gala de ce soir. Les traiteurs arrivent à midi. Lucas hocha la tête, refoulant sa culpabilité. « Ouais, tu as raison. Nous devons nous concentrer. Je dois vérifier les comptes. Le virement de l'investisseur providentiel arrive généralement avant 9h le mardi. »« Vérifie, » ordonna Geneviève. « Puis appelle le fleuriste. Je veux que les lisses soient remplacées. » Lucas ouvrit son application bancaire. Il fronça les sourcils. L'écran chargeait, une roue de la mort qui semblait durer une éternité. Finalement, il s'afficha. Solde du compte 0,0. Statut gelé. Retenue de conformité, voire référence AMF 4491. Lucas cligna des yeux. Il actualisa la page. Le 0 resta, le fixant comme un œil aveugle. « C'est bizarre, » marmonna Lucas. « L'application a un bug. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Geneviève agacée. « Ça dit 0 et gelé. » La voix de Lucas monta d'un ton. « Laisse-moi vérifier le compte d'exploitation de l'entreprise. » Il balaya l'écran. « Moteur de Valois Exploitation, 450 000 € de découvert. Statut bloqué. »« Lucas, arrête de jouer !» lança Geneviève. « Appelle la banque !» Les mains de Lucas tremblaient en composant le numéro de la ligne privée du banquier de longue date des deux Valois, Monsieur Girard. Ça sonna une fois, puis tomba sur la messagerie vocale. Il réessaya. Cette fois, une voix froide et inconnue répondit. « Service juridique, Première Banque Nationale. Ici l'agent Moreau. Juridique. Non, je veux Monsieur Girard, c'est Lucas de Valois. »« Monsieur Girard ne s'occupe plus de vos comptes, Monsieur de Valois. Vos actifs ont été gelés dans l'attente d'une enquête sur des déclarations de garantie frauduleuses et une insolvabilité. Nous avons reçu un avis de défaut de paiement de votre créancier principal ce matin. » « Créancier ? Quel créancier ? Nous n'avons pas de créancier principal. Nous avons un investisseur providentiel, cria Lucas en se levant. La holding, Avant-Garde Dynamique, a rappelé tous les prêts relais en cours avec effet immédiat. Étant donné que vous n'avez pas la liquidité pour payer, ils ont lancé des protocoles de saisie d'actifs. Bonne journée, monsieur de Valois. La ligne se coupa. Lucas laissa tomber le téléphone. Il cliqueta sur les assiettes en porcelaine de prix. Quoi ? Geneviève se leva, son visage perdant toute couleur. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Avant-Garde Dynamique », murmura Lucas. Le nom inconnu et terrifiant. Ils ont rappelé les prêts. Ils ont tout gelé. Maman, nous n'avons plus d'argent. Littéralement, 0. « C'est impossible !» hurla Geneviève. « Appelle l'investisseur providentiel. Ce contact que Chloé nous a donné. Appelle-le !» Lucas chercha dans sa liste de contacts et trouva l'entrée. Le président. Il composa le numéro. « Nous sommes désolés, le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Au revoir. » À cet instant précis, les lumières de la salle à manger vacillèrent et s'éteignirent. Le bourdonnement du réfrigérateur cessa. Le système de chauffage gémit et s'arrêta. Manon leva les yeux de son téléphone, le visage pâle. « Maman, le Wi-Fi vient de couper. Et il y a quelqu'un à la grille. » Geneviève courut à la fenêtre. Dehors,
une flotte de camions blancs entrait dans l'allée. Sur le côté des camions, on pouvait lire « Recouvrement d'actifs, avant-garde ». Des hommes en combinaison sautaient déjà des camions, portant des presse-papiers et des étiquettes rouges. « Ils ne peuvent pas entrer ici !» cria Geneviève en se précipitant vers la porte d'entrée. Elle l'ouvrit brusquement, manquant de heurter un grand homme en costume sombre, tenant une épaisse liasse de papier. « Madame de Valois ?» demanda l'homme. « Sortez de ma propriété, j'appelle la police. »« Je ne ferai pas ça, madame, » dit l'homme calmement en lui tendant un document. « Ceci est une ordonnance du tribunal. Moteurs de Valois a utilisé ce domaine comme garantie pour les prêts émis en 2023 et 2024. Les prêts étant en défaut de paiement, la propriété est désormais sous la tutelle d'Avant-Garde Dynamique. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. »« Quitter » haleta Geneviève, s'agrippant au cadre de la porte. « C'est ma maison, ma famille y vit depuis 50 ans. »« Plus maintenant », dit l'homme en faisant signe à son équipe. « Les gars, commencez l'inventaire des œuvres d'art et des véhicules. Rien ne quitte cette propriété. » Alors que les hommes de la saisie passaient devant une Geneviève stupéfaite, Lucas s'effondra sur les escaliers, la tête entre les mains. Pendant ce temps, à une trentaine de kilomètres de là, dans le centre de Paris, la scène était très différente. Chloé était assise dans la suite penthouse de l'hôtel de Crillon. La pièce était baignée de lumière dorée, sentant les orchidées fraîches et le café de luxe. Elle portait un tailleur crème sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de Lucas. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, lisses et brillants. Elle était assise dans un fauteuil moelleux, donnant un biberon de lait maternisé haut de gamme à Léo. Une infirmière pédiatrique, engagée par une agence exclusive, attendait à proximité pour lui faire son rot. Sur l'immense écran plat au mur, les informations passaient. Le titre défilait en rouge gras. « Moteur de Valois s'effondre, scandale d'insolvabilité secoue Amboise ». Chloé regardait les images. On y voyait des camionnettes de chaînes d'information garées devant les grilles du domaine de Valois. On y voyait un clip de Lucas criant sur un caméraman, l'air débraillé et frénétique. « Mademoiselle Lefebvre ?» Chloé se tourna. Christophe Lambert, son avocat, se tenait à l'entrée, une tablette à la main. « La première phase est terminée, » dit Christophe, avec une pointe de satisfaction dans la voix. « Nous avons sécurisé les privilèges. L'électricité a été coupée il y a 1 heure. L'eau sera la prochaine. Le gala de ce soir a été annulé. Les traiteurs ont été informés que le chèque serait sans provision, alors ils se sont retirés. » Chloé sourit, essuyant une goutte de lait du menton de Léo. « Et la réaction ? » ?»« La panique, » répondit Christophe. « La panique pure. Ils ont appelé tous les numéros de leur carnet d'adresses. Personne ne répond. Vous êtes devenu radioactif comme vous l'aviez demandé. Oh, et Lucas a essayé d'envoyer un email à votre ancienne adresse de pigiste 12 fois pour demander un prêt. »« Laisse-le supplier, » dit doucement Chloé. Elle confia Léo à l'infirmière. « Emmenez-le faire sa sieste, s'il vous plaît. Il a besoin de repos. » Elle se leva et se dirigea vers la baie vitrée, regardant la ville. Elle sentit une douleur fantôme dans le bas du dos, un rappel du sol froid de la cave sur lequel elle avait dormi moins de 24 heures auparavant. « Quelle est la prochaine étape, présidente ?» demanda Christophe. Chloé regarda les voitures bouger comme des fourmis en bas. « Laissons-les mariner dedans pendant 1 semaine. Laissons-les sentir le froid. Laissons-les sentir la faim. Laissons-les vendre leurs bijoux pour acheter à manger. Quand ils seront complètement brisés, envoyez l'invitation. » L'invitation. Pour rencontrer le président d'Avant-Garde Dynamique. Chloé se retourna, ses yeux brillants d'un feu glacial. « Dites-leur que le président est prêt à discuter d'un règlement, une façon de sauver leur nom. Ils ne savent pas que c'est vous, » sourit Christophe. « Non, » dit Chloé. Ils pensent que Chloé Lefebvre est une mère célibataire sans abri qui gèle dans un refuge. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont sur le point d'entrer dans la fosse aux lions. La semaine qui suivit fut un démantèlement lent et angoissant de l'ego des deux Valois. Cela commença par de petites humiliations. L'adhésion au country club fut révoquée. La gouvernante, le jardinier et le chef démissionnèrent tous le même jour lorsque leurs virements automatiques échouèrent. Au 3e jour, la maison était glaciale. Le générateur de secours était à court de carburant et il n'avait pas d'argent pour le remplir. Geneviève de Valois, la femme qui avait un jour réprimandé une femme de chambre pour une tache sur le sol, fut forcée de chauffer des conserves de cassoulet sur les flammes de la cheminée du salon, brûlant des chaises anciennes pour se chauffer, car il ne pouvait pas se permettre d'acheter du bois de chauffage.
Au 5e jour, le désespoir se mua en folie. « Nous devons vendre les diamants », dit Lucas, la voix creuse. Il portait le même costume pour le 3e jour consécutif. Le prêteur sur gage de la rue du Faubourg Saint-Honoré a dit qu'il les prendrait. « Les diamants de ma mère », pleura Geneviève, blottie sous un manteau de vison sur le canapé. « Lucas, comment est-ce arrivé ? Qui nous fait ça ? C'est un complot. »« C'est avant-garde dynamique, maman, je te l'ai dit, » lança Lucas en arpentant la pièce. « Il nous possède, il possède la dette, il possède la maison, nous sommes des squatteurs. » « Pourquoi ne veulent-ils pas nous rencontrer ?» gémit Manon. Elle essayait de charger son téléphone avec un chargeur solaire qu'elle avait trouvé dans le garage. « Je ne peux même pas poster à ce sujet. Mes abonnés pensent que je suis en détox numérique. »« Parce que nous ne sommes personne pour eux, » dit amèrement Lucas. « Nous sommes un mauvais investissement. » Juste à ce moment-là, un coursier à vélo arriva à la grille. Il sonna à la cloche manuelle car l'interphone était hors service. Lucas descendit la longue allée sous la pluie pour le rencontrer. Il revint 10 minutes plus tard, tenant une épaisse enveloppe en papier crème. Il entra dans le salon, de l'eau dégoulinant de son nez. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Geneviève en se redressant. « C'est d'avant-garde dynamique, » dit Lucas, ses mains tremblant en déchirant le seau de cire. Il sortit une lettre. Au conseil d'administration de Moteurs de Valois, le bureau du président d'Avant-Garde Dynamique accuse réception de vos multiples demandes de dialogue concernant la liquidation de vos actifs. Bien que le président ne rencontre généralement pas des débiteurs de votre rang, une exception a été faite en raison de l'importance historique de la marque de Valois. Nous avons un rendez-vous. La réceptionniste ne leva même pas les yeux de son écran. Les noms. La famille de Valois. Dernier étage, ascenseur privé. Il vous attend. Ils montèrent dans l'ascenseur en silence. Les paumes de Lucas étaient moites. Geneviève arrangea ses cheveux dans le reflet des portes en laiton. Manon se rongeait les ongles. « Rappelez-vous » siffla Geneviève alors que les chiffres grimpaient. 40, 50, 60. Soyez confiants, ne mentionnez pas l'expulsion. Agissez comme s'il s'agissait d'un problème de liquidité temporaire. Nous lui offrons un siège au conseil d'administration, ça le flattera. D'accord, hocha la tête Lucas. La flatterie, la confiance. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger ding. Ils sortirent dans une zone de réception qui s'étendait sur tout l'étage. La vue sur Paris était à couper le souffle. Le mobilier était moderne, élégant et épuré. Il criait les milliards. Une femme vêtue d'un tailleur gris impeccable s'approcha d'eux. « Monsieur et Madame de Valois, par ici, le conseil est réuni. »« Le conseil ?» déglutit Lucas. « Je pensais que c'était juste le président. »« Le président aime avoir un public, » dit la femme de manière énigmatique. Elle les conduisit à un ensemble de portes doubles massives en verre dépoli. Elle les poussa. La salle de réunion était énorme. Une longue table en obsidienne noire s'étendait au centre. Au bout, une chaise à dossier haut leur tournait le dos, faisant face à la fenêtre. Assis le long de la table se trouvaient 12 personnes, avocats, comptables et cadres, tous regardant les de Valois avec des expressions allant de l'amusement à la pitié. Geneviève redressa sa veste. Elle entra, ses talons claquant sur le sol poli. « Bonjour », projeta Geneviève, essayant de convoquer le fantôme de son ancienne autorité. « Je suppose que vous êtes le président. Nous vous remercions de prendre le temps. Nous sommes ici pour discuter du malentendu concernant nos comptes. » La chaise au bout de la table ne bougea pas. « Il n'y a pas de malentendu, Geneviève. » Une voix se fit entendre. La voix était amplifiée par l'acoustique de la pièce. C'était une voix que Lucas connaissait. C'était une voix qu'il avait entendue murmurer « Je t'aime » et crier de douleur pendant l'accouchement. Mais maintenant, elle était d'acier. Lucas se figea. Cette voix. « Ce n'est pas possible, » murmura Manon. La chaise pivota lentement. Chloé était assise là. Ce n'était pas la femme débraillée sous la pluie, c'était une reine. Elle portait un tailleur pantalon blanc qui rayonnait dans la pièce sombre. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage était impeccable. Et dans ses bras, reposant confortablement contre son épaule, se trouvait Léo. Elle les regarda. Son mari, sa belle-mère, sa belle-sœur, avec un regard si froid qu'il fit chuter la température de la pièce de 10 degrés. « S'il vous plaît », dit Chloé en désignant les 3 petites chaises pliantes vides installées à l'autre bout de la table, loin d'elle. « Asseyez-vous. » La bouche de Geneviève s'ouvrit et se ferma comme un poisson. « Chloé ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Où est le président ?» Chloé se pencha en avant, posant ses mains sur la table d'obsidienne.
Je suis le président, dit-elle. Je suis la fondatrice et l'actionnaire majoritaire d'Avant-Garde Dynamique. C'est moi qui paye vos factures depuis 2 ans. C'est moi que vous avez jeté sous la pluie. Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Et maintenant, continua Chloé, c'est moi qui tiens la hache. Le silence dans la salle de réunion était absolu. C'était le genre de silence qui se produit lorsque le monde bascule sur son axe et que la gravité tire soudainement dans une autre direction. Lucas fut le premier à parler. Sa voix était un murmure brisé, tremblant d'un mélange de confusion et d'un espoir désespéré. « Chloé, je ne comprends pas. C'est une blague. Tu as gagné au loto. » Il fit un pas vers elle, ses mains tendues instinctivement. « Chérie, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Chloé ne broncha pas. Elle ne regarda pas Lucas. Elle baissa les yeux vers Léo, ajustant sa petite chaussette. « Assieds-toi, Lucas. La sécurité t'expulsera si tu fais un pas de plus. » 2 grands gardes sortirent de l'ombre, leurs mains planant près de leur ceinture. Lucas se figea, puis s'enfonça lentement dans la chaise pliante à côté de sa mère. Geneviève tremblait. Son visage, habituellement un masque de dédain hautain, s'effritait. Elle regarda la femme qu'elle avait traitée comme une servante, la femme qu'elle avait forcée à frotter les sols alors qu'elle était enceinte de 9 mois. « Tu ne peux pas être le président, » balbutia Geneviève. « Tu viens du Limousin. Ton père était mécanicien. Tu portais des vêtements d'occasion. » Mon père possédait une chaîne de 85 centres de carrosserie dans tout le pays, corrigea calmement Chloé. Il vivait simplement parce qu'il croyait que la richesse devait être discrète. Il m'a appris que l'argent crie, mais la fortune chuchote. Quand il est décédé, j'ai tout hérité. J'ai transformé ce capital en avant-garde dynamique. J'avais 22 ans. Elle leva les yeux, son regard se posant sur celui de Geneviève. « Je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais être aimée pour moi, Geneviève, pas pour mon portefeuille. Et quand j'ai rencontré Lucas, j'ai cru avoir trouvé cela. J'ai cru avoir trouvé une famille. » L'expression de Chloé se durcit. « J'avais tort. J'ai trouvé des parasites. »« Parasites !» hurla Manon, retrouvant sa voix. « Nous t'avons accueilli, nous t'avons donné un toit. » « J'ai acheté le toit. » Chloé frappa la table de sa main, le bruit soudain faisant sursauter tout le monde, sauf Léo, qui s'agita simplement. Elle fit signe à Christophe, son avocat. Il appuya sur un bouton de son ordinateur portable et l'écran massif derrière Chloé s'alluma. Il affichait un réseau complexe de virements bancaires. « Regardez bien », ordonna Chloé. « Voici l'historique financier de Moteurs de Valois pour les 3 dernières années. Voici le compte de l'investisseur providentiel. Et voici la source des fonds. » La ligne remontait à une fiducie personnelle, la fiducie révocable Chloé Lefebvre. « Chaque fois que tu achetais un sac de Créateur, Manon, c'est moi qui payais. Chaque fois que tu prenais l'avion en première classe pour Paris, Geneviève, j'approuvais la dépense. Et Lucas, chaque fois que tu sauvais l'entreprise avec une injection de liquidité de dernière minute, c'était moi qui transférais de l'argent de mon épargne vers ton compte professionnel pendant que j'étais assise dans la pièce d'à côté en faisant semblant de tricoter. » Lucas regarda l'écran, la bouche bée. La prise de conscience le submergea. L'humiliation était totale. Il n'avait pas été un homme d'affaires. Il avait été un enfant avec de l'argent de poche, financé à son insu par la femme qu'il avait ignorée. « Je vous ai maintenu à flot parce que je t'aimais, Lucas, » dit Chloé, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Je pensais que si je te soutenais, tu deviendrais finalement l'homme que tu prétendais être. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es devenu petit. Et quand j'ai eu le plus besoin de toi, quand je saignais et que je tenais notre fils, tu es devenu invisible. »« Chloé, s'il te plaît, » pleura Lucas, les larmes coulant sur son visage. « J'avais peur. Maman, elle me mettait la pression. Tu sais comment elle est. Je t'aime, j'aime Léo. On peut arranger ça. Nous sommes une famille. Tu as tout cet argent. On peut vivre comme des rois. Pense à Léo. »« Je pense à Léo, » dit Chloé. « C'est pourquoi je divorce. » Elle fit glisser un épais dossier sur la longue table d'obsidienne. Il s'arrêta parfaitement au bord, juste devant Lucas. « Ce sont les papiers du divorce, » déclara Chloé. « Je demande la garde légale et physique exclusive de Léo. Je vous poursuis également, Geneviève, et vous, Manon, pour détresse émotionnelle, expulsion abusive et mise en danger d'un mineur. »« Je ne peux pas prendre mon petit-fils, » siffla Geneviève, son instinct de survie se réveillant. « Nous nous battrons. Le nom de Valois signifie encore quelque chose dans cette ville. Aucun juge ne confiera un enfant à une mère célibataire qui s'est enfuie. » Chloé rit.
C'était un son sombre et sec. « Le nom de Valois ?» demanda Chloé. « Christophe, montrez-leur les nouvelles. » L'écran changea. Il montrait un flux en direct de la Bourse de Paris. Le symbole de moteur de Valois était rouge, radié. « Je n'ai pas seulement acheté votre dette, Geneviève, j'ai acheté votre marque. Depuis ce matin, Moteur de Valois n'existe plus. J'ai dissous la société. Les actifs, l'usine, les brevets, les stocks ont été absorbés par la division des véhicules électriques d'Avant-Garde. » Chloé se pencha en arrière, ressemblant à un juge rendant une sentence de mort. « Vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de maison, et grâce aux images des caméras de sécurité à la grille, qui m'appartiennent, j'ai une vidéo de vous jetant un nouveau-né dans une tempête de grésil. Je l'ai envoyée au magazine Closer il y a 1 heure. Elle a 3 millions de vues. » Geneviève haleta, se tenant la poitrine. Quelle cruauté !« J'ai appris des meilleurs, » répondit Chloé. Elle se leva. La réunion était terminée. « Voici l'accord, » dit Chloé en les regardant de haut. « Vous signerez les papiers du divorce maintenant. Vous signerez la garde exclusive. Vous signerez un accord de non-divulgation qui stipule que vous ne prononcerez plus jamais mon nom ni celui de Léo en public. » « Et si on ne le fait pas ?» demanda Lucas, la voix tremblante. « Si vous ne le faites pas, » dit Chloé en se dirigeant vers la porte, « je vous poursuivrai pour fraude d'entreprise. J'ai falsifié vos comptes, Lucas, tu te souviens ? J'ai arrangé tes problèmes, mais j'ai gardé les originaux. Si je les remets à l'AMF, tu iras en prison pour 10 ans. » Lucas regarda les papiers. Il regarda sa mère, qui sanglotait dans ses mains. Il regarda le luxe qui l'entourait, le pouvoir que sa femme exerçait, le pouvoir qu'il avait jeté parce qu'il était trop faible pour tenir tête à sa mère. Il prit le stylo. « Je suis désolée, maman, » murmura Lucas. « Lucas, non !» cria Geneviève. Lucas signa. Il renonça à son fils, à son mariage et à sa dignité. Chloé le regarda signer. Elle sentit une pointe de tristesse, un deuil pour la vie qu'elle pensait avoir, mais cela fut rapidement remplacé par le soulagement. Elle était libre. « Bien !» dit Chloé. Elle appuya sur un bouton de l'interphone. « Sécurité, veuillez escorter les invités dehors, ils sont en infraction. »« Chloé, attends !» cria Lucas alors que les gardes lui saisissaient les bras. « Où irons-nous ? Nous n'avons rien. » Chloé s'arrêta à la porte. Elle se retourna vers la famille qui l'avait tourmentée. « J'ai entendu dire que les hôtels Formule 1 embauchent du personnel de ménage, » dit Chloé. « Je vous suggère de commencer par là. Ils apprécient les gens qui savent comment frotter les sols. » Elle sortit, les lourdes portes de verre se refermant derrière elle, étouffant leurs cris. Alors qu'elle marchait dans le couloir, Léo s'agita dans ses bras et ouvrit les yeux. Il la regarda en clignant des yeux. Chloé sourit, le serrant contre elle. « Il n'y a que nous maintenant, Léo, » murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. « Et nous avons beaucoup de travail à faire. » On n'entendit plus jamais parler de la famille de Valois dans la haute société. Moteur de Valois devint une note de bas de page dans les manuels d'économie, une mise en garde contre l'arrogance et la mauvaise gestion. Geneviève déménagea dans un petit appartement dans une région voisine, vivant d'une maigre pension de l'État. Lucas essaya de recommencer, mais la réputation de l'homme qui avait choisi sa mère plutôt que sa femme et son enfant le suivit comme une ombre. Il ne revit jamais Léo. Quant à Chloé, elle ne se contenta pas de survivre. Elle s'éleva. Elle prit la douleur de son passé et construisit un avenir où personne ne pourrait plus jamais la faire se sentir petite. Elle éleva Léo pour qu'il soit fort, gentil et étonnamment humble pour un garçon qui hériterait un jour d'un empire. Elle lui apprit que la vraie noblesse ne se trouve pas dans un compte en banque ou un nom de famille. Elle se trouve dans la façon dont vous traitez les gens quand vous pensez que personne ne regarde. Les deux Valois pensaient jeter les ordures. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils jetaient le diamant pour garder la boîte. Waouh, on peut dire que le karma a été servi froid. Cela montre bien qu'on ne sait jamais vraiment qui est quelqu'un avant de voir comment il traite ceux qu'il pense être inférieurs à lui. L'histoire de Chloé est un rappel de toujours rester humble et de se défendre, peu importe les obstacles. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Chloé ? Auriez-vous aidé Lucas à la fin ? Ou a-t-il eu exactement ce qu'il méritait ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de rédemption, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », ça aide vraiment la chaîne.
Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une histoire folle de la vie réelle comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.